Bien, une lecture rapide ou superficielle de la parabole des 6 aveugles et de l'éléphant peut donner à penser que le multiperspectivisme verse dans un relativisme paresseux qui suppose une équivalence fondamentale de tous les points de vue, chacun pensant ce qu'il veut, tout est vrai. Bon. Ne peut-on pas plutôt tirer de cette histoire un principe auxiliaire permettant d'éviter cet écueil? La parabole des 6 aveugles ne nous donne-t-elle pas rendez-vous à un autre niveau de réalité? Bon, il faut s'en expliquer, c'est-à-dire essayer de définir le régime de vérité qui lui correspond. Si la parabole conteste toute prétention d'un point de vue à se saisir du réel même, ne serait-il pas contradictoire de supposer maintenant qu'elle nous propose un point de vue privilégié? Pourtant, la parabole dessine l'hypothèse d'un point de vue d'un observateur extérieur pour lequel la vérité du réel s'approche par la compilation des points de vue particuliers. Car il est bien suggéré, si on lit bien cette histoire, qu'un collage des 6 premiers points de vue approcherait la vérité de l'éléphant. Et qu'en tout cas, s'il ne donne pas, n'est-ce pas, la vérité adéquate de l'éléphant, il en serait plus proche que chacun des 6 points de vue pris séparément. L'hypothèse d'un 7e point de vue, c'est comme ça que je propose de l'appeler, le 7e point de vue, c'est celle d'une arithmétique de la vérité qui additionne ces points de vue dans une perspective intégrative, qui s'enrichit des différences malgré la faiblesse créée par les contradictions, contradictions qui naissent des rapprochements de ces points de vue. Comment un éléphant pourrait-il, par exemple, en effet, être à la fois dur comme un tronc d'arbre, et souple comme un serpent, ou lisse comme un mur, et piquant comme une épée, plat comme un éventail, et filandreux comme une corde, etc. On pourrait multiplier les points de vue. Le 7e point de vue tente, par-delà les contradictions possibles, une combinaison de points de vue multipliés, qui ne se donne pas pour le réel lui-même, mais qui s'en approche tout de même davantage. Et pour filer le registre des références baroques, je crois qu'on pourrait nommer ce point de vue le rhinocéros, le point de vue du rhinocéros de Dürer, en hommage ou en souvenir à ce dessin que Dürer a fait en 1515. Alors pour la petite histoire, je rappelle qu'il a fait ce dessin à partir d'informations seulement, et d'un croquis d'un rhinocéros, croquis indien, sans avoir jamais vu le rhinocéros lui-même, sans avoir jamais vu aucun rhinocéros. Donc Dürer a procédé, si vous voulez, à la manière de l'arithméticien que nous décrivons ici, en tentant d'intégrer les informations disparates pour construire une représentation fidèle à la somme des représentations disponibles. Comment savons-nous que cette combinaison s'approche du réel? Puisque ce réel, nous ne le connaissons pas. Nous ne le savons pas, ni ne pouvons le savoir, puisque nous avons renoncé à la théorie de la vérité adéquation. Nous avons renoncé à toute théorie de la vérité adéquation. Nous ne construisons donc encore qu'une vraisemblance, mais une vraisemblance d'un degré supérieur, augmentée par la richesse du multiperspectivisme, et supérieure à l'unilatéralisme des points de vue bornés. Elle n'est pas supérieure moralement,
au motif que la tolérance ou la paix qu'elle encourage serait supérieure à l'intolérance et à la guerre, mais elle est supérieure ontologiquement, parce que le perspectivisme nous a déjà donné des raisons de penser que le réel est infiniment complexe, et qu'une doctrine qui imite cette complexité gagne en vraisemblance par la profondeur que lui donne sa richesse de point de vue. Le multiperspectivisme permet de réduire les angles morts que l'hégémonisme des perspectives unilatérales s'efforçait de minimiser ou de nier. La vérité ne se mesure plus à l'adéquation du discours au réel, mais selon le principe mathématique de la théorie des ensembles. Plus l'ensemble intègre ou contient de sous-ensembles, plus il a de validité, de poids, de consistance, de légitimité. Selon cette doctrine généalogique de la vérité, le critère qui sert à qualifier la vérité d'une perspective consiste dans son processus de formation. C'est un processus intégratif de cumul de points de vue, diminué en valeur, si vous voulez, par les contradictions qui y persistent. La mise en œuvre de ce point de vue inclusif, ou englobant, voire totalisant, invite en effet à dépasser l'affrontement ou la confrontation des points de vue, comme dans les querelles scientifiques par exemple, du matérialisme contre le vitalisme, du socialisme contre le libéralisme, etc. Le refus de condamner et d'entre-exclure les points de vue différents au motif du principe de non-contradiction, considérant, si vous voulez, que si B a raison, A doit nécessairement avoir tort, cela n'implique pas, ce refus n'implique pas de céder au relativisme paresseux que nous évoquions tout à l'heure. Bien au contraire. L'inconfort des contradictions pousse à la recherche d'une combinatoire plus fluide des différents points de vue. Ainsi, par exemple, et pour ne prendre qu'un exemple, la théorie de la gravitation quantique à boucle par rapport à la théorie quantique de Heisenberg et à la théorie de la relativité d'Einstein. Les contradictions de la doxa ou de la science peuvent être intégrées dans un paradigme inclusif qui maintient la vérité comme une idée et un idéal au sens conscient du terme. Idée au sens où ce concept adéquat ne correspond pour le moment à aucune réalité dans l'expérience, mais idéal au sens où elle propose une direction aux efforts de la science. L'inclusivisme définit l'idée et l'idéal d'une vérité comme asymptote de la connaissance, asymptote dont on s'approche arithmétiquement sans prendre unilatéralement parti, en additionnant les points de vue limités et contradictoires qui se réfutaient mutuellement jusque-là au nom du vieux principe de non-contradiction.